Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus ce 9 août 2022 aux séries de webinaires éducatifs éducatifs sur l'épilepsie organisés par le chapitre Est-Méditerranée et africain de la IDE. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir le professeur Hakim Si Hamed qui va nous entretenir sur les thèmes des épilepsies auto-immunes, concepts et actualités. Nous remercions Dr Hakim d'avoir accepté de présenter ce cours combien important, actuel et qui suscite beaucoup de questions et surtout dans le contexte où tout reste à faire. Laissez-moi vous présenter un peu Dr Hakim, qui est un neurologue spécialisé en épileptologie, maître de conférence. Il a travaillé comme neurologue assistant au CHU Lamine Dabaghin en Alger, puis au CHU Tizi Ouzou jusqu'à ce jour. Il est chef d'unité du service homme et responsable du laboratoire d'exploration EEG pour les nouveau-nés, les nourrissons, enfants et adultes, au service de neurologie du CHU de Tizi Ouzou. Il est spécialisé depuis 2010 dans l'épileptologie adulte et infantile. Ça vaut tout son présent parce que pour les spécialistes, c'est vraiment difficile de faire les deux à la fois. Avec une consultation spécialisée au CHU Tizi Ouzou, prenant en charge les adultes, mais aussi les enfants et les nourrissons épileptiques, notamment les encéphalopathies épileptogènes, en collaboration avec le chef de service, le professeur Ismaël Daoudi, le professeur Olivier Dulac. Il a effectué sa thèse de doctorat sur les encéphalopathies auto-immunes en collaboration avec l'Institut Pasteur d'Alger. Donc, ici, nous vivons sur l'expérience du professeur en question, sur la question. Il a bénéficié également de stages à l'étranger, notamment dans le domaine de l'épileptologie, des mouvements anormaux et de la scintigraphie cérébrale au CHU de Lyon-Pierre Watermayer. Et il a également participé à des travaux nationaux et internationaux avec des publications et des communications nombreuses. Donc, nous remercions très sincèrement professeur Hakim d'avoir donné de son temps pour présenter ce sujet très, très complexe et nous lui donnons la parole pour qu'on puisse apprendre sur les concepts et l'actualité des épilepsies. Merci. Honorable assistance, soyez la bienvenue, je vous dis bonjour et je tiens à remercier les modératrices Dr Sati et Dr Fekki d'avoir accepté de modérer ce webinaire éducatif. Et je tiens surtout à remercier l'équipe de la Ligue internationale contre l'épilepsie d'avoir accepté que je présente ce thème qui est si intéressant. Et je tiens à remercier surtout l'équipe de la région méditerranéenne, de l'Afrique et du Proche-Orient. Donc, il s'agit d'une épilepsie à connaître parce qu'il y a un enjeu thérapeutique important. Pour cela, je présente cette pathologie avec une attitude pratique pour les cliniciens. Donc, l'épilepsie auto-immune implique que le système immunitaire il est la cause de la genèse des crises d'épilepsie ou il est la cause de la lésion cérébrale qui donne une épilepsie chronique. L'hypothèse, ça veut dire soit l'inflammation donne directement les crises d'épilepsie ou le mécanisme de la lésion, il est inflammatoire, mais on peut avoir des séquelles comme une atrophie qui va engendrer une épilepsie chronique. L'hypothèse du rôle de l'inflammation dans la genèse de l'épilepsie a longtemps été suggérée, notamment avec les encéphalites de Rasmussen, le syndrome de West, où la corticothérapie donne de bons résultats. Et cette hypothèse du rôle de l'inflammation a été renforcée ces dernières années par la description récente des encéphalites auto-immunes avec des auto-anticorps. Donc, l'étude de la relation entre la neuroinflammation, l'auto-immunité et la génération des crises d'épilepsie a donné naissance à ce nouveau concept qui est
l'épilepsie auto-immune. Donc la classification de la Ligue internationale en 2017 a reconnu l'épilepsie auto-immune comme l'une des étiologies donc à rechercher en cas d'épilepsie chronique. L'identification de l'épilepsie auto-immune est essentielle pour l'initiation précoce d'une immunothérapie spécifique de polymyéline, bolus de corticoïdes, immunoglobuline ou autres, et voire même un traitement de deuxième ligne si l'épilepsie est pharmacorésistante ou il y a une encéphalite d'emblée sévère avec de l'épilepsie. Car les médicaments antiépileptiques seuls peuvent ne pas suffire pour maîtriser ces crises d'épilepsie. C'est notamment c'est le cas des encéphalites anti-GAD65 où on peut avoir une épilepsie pharmacorésistante et réfractaire. Il s'agit d'un domaine d'actualité parce qu'il y a de plus en plus d'anticorps qu'on découvre avec des tableaux cliniques variés, donc il faut les connaître. La cause de l'épilepsie est inconnue dans un tiers des cas, dont certaines de ces épilepsies peuvent être d'origine auto-immune. Donc, est-ce qu'il faut faire des dosages d'auto-anticorps chez ces malades et comment choisir les patients à doser? Voilà la classification internationale. On a rajouté, donc par rapport à l'ancienne classification, on a rajouté les étiologies. Donc, parmi elles, vous avez l'auto-humain et on a rajouté les comorbidités pour choisir, par exemple, un traitement anti-épileptique adapté avec moins d'effets secondaires si le malade il a des comorbidités. Le concept d'épilepsie auto-immune, la définition de l'épilepsie auto-immune est encore très controversée parce que certains, pour eux, l'épilepsie auto-immune, c'est toutes les maladies auto-immunes, alors que pour d'autres, il s'agit d'une encéphalite auto-immune qui donne soit un tableau d'encéphalite limbique ou d'une épilepsie chronique auto-immune suite à cette encéphalite avec des auto-anticorps. Et c'est le plus approprié. Et on peut avoir aussi notre discussion, c'est les crises symptomatiques aiguës lors d'une encéphalite auto-immune qui peuvent survenir dans les 24-48 heures, voire même moins de 7 jours. Mais s'il y a une persistance de ces crises, ça devient une épilepsie chronique. Le terme d'épilepsie auto-immune implique donc une maladie auto-immune comme étiologie pure. Cependant, une étiologie structurelle peut également exister chez ces patients. Ça veut dire que la maladie peut faire une encéphalite auto-immune, mais il peut développer une atrophie cérébrale, temporale par exemple. Donc, cette atrophie va être la cause, ou une sclérose médiane qui va être la cause de cette épilepsie chronique. Donc, le groupe de travail de la Ligue internationale propose ce terme pour souligner qu'il existe des facteurs immunitaires et une lésion post-encéphalytique ou la combinaison des deux. Vous voyez, donc ça peut être les deux. Le concept d'épilepsie auto-immune donc, peut inclure différentes pathologies. Donc, est-ce qu'on va dire le lupus érythémateux en cas de crise est une épilepsie auto-immune? Certains préfèrent que ce soit les encéphalites auto-immunes à auto-anticorps comme les anti-GAD, anti-LG1. C'est les exemples les plus appropriés. Parce que les maladies auto-immunes, comme le systémique, peuvent donner des crises d'épilepsie par plusieurs mécanismes, c'est multifactoriel. L'encéphalite auto-immune, donc c'est une entité nouvelle. Les crises d'épilepsie, l'état de maladie, représentent habituellement une manifestation symptomatique aiguë du processus inflammatoire du cerveau. Donc ça peut être avant 7 jours, mais l'encéphalite, elle va évoluer, donc c'est aigu. Moins de 3 mois, donc l'épilepsie peut s'installer suite à ce processus inflammatoire. Puis, une épilepsie chronique pourrait potentiellement résulter de ce processus inflammatoire qui va persister longtemps, ou elle peut être due à ces lésions post-encéphalytiques. Les crises sont également fréquentes dans plusieurs maladies auto-immunes systémiques et l'étiologie multifactorielle. Par exemple, vous avez un lupus érythémateux disséminé, le patient fait un accident vasculaire cérébral, il peut faire une épilepsie, mais le processus n'est pas auto-humain. Vous voyez, donc il y a plusieurs facteurs. Il faut savoir aussi que le risque d'épilepsie est presque 4 fois plus élevé pour des patients présentant une maladie auto-immune par rapport au sujet sain, et 17,5% des patients ont une pathologie auto-immune associée.
La prévalence donc, mondiale actuelle des épilepsies auto-immunes est inconnue parce qu'il y a peu d'études, on n'a pas de grandes cohortes ou d'études multicentriques et le choix des patients il est difficile, les critères d'inclusion et d'exclusion. Mais vu le nombre important et la vitesse de découverte des différents auto-anticorps, une augmentation de patients diagnostiqués comme épilepsie va être, ces prochaines années, va être observée. Il y a des études qui essayent de trouver des chiffres, donc des études prospectives et rétrospectives. Donc une étude prospective a montré que 20% des patients adultes atteints d'épilepsie d'étiologie inconnue étaient séropositifs pour les anticorps neuronaux spécifiques. Une étude rétrospective, c'est-à-dire elle a pris des patients épileptiques où on n'a pas trouvé d'étiologie précise, on leur a fait des dosages d'anticorps et on a trouvé 15% de ces patients avaient des auto-anticorps. La prévalence d'épilepsie auto-immune chez les patients atteints d'épilepsie temporale pharmacorésistante, elle est mieux connue parce que c'est des malades très explorés, ils peuvent bénéficier de chirurgie d'épilepsie. Donc 5% avaient des auto-anticorps. Tandis que dans les groupes qui n'ont pas de sclérose, qui ont des scléroses hippocampiques, la prévalence elle est faible parce que c'est un syndrome bien connu. Quoique les scléroses de l'hippocampe à l'imagerie peuvent avoir des diagnostics différentiels. Les difficultés dans la sélection des cas d'épilepsie auto-immune, c'est pour ça qu'on n'a pas de chiffres exacts. Par exemple, il y a des formes séronégatives. Un anticorps négatif n'élimine pas une épilepsie auto-immune. Et vous avez des épilepsies sans autres signes. Ça veut dire, généralement, quand c'est auto-immune, l'encéphalite auto-immune, vous avez un déclin cognitif, des troubles psychiques. Quand c'est une épilepsie pure, c'est difficile de l'inclure dans les études. Certaines études donc, ont montré chez l'enfant 10% d'épileptiques d'apparition récente avaient des auto-anticorps. Vous voyez, même l'enfant, il est concerné par l'épilepsie auto-immune. Sur le plan physiopathologie des crises d'épilepsie et l'inflammation, vous avez, quand les neurones sont en souffrance, vous avez le relargage de la substance HMG-B1 qui va se relayer au récepteur TLR4 sur les cellules microgliales, neuronales et astrocytaires. Il y aura une synthèse d'interleukine et d'autres substances pro-inflammatoires qui vont engendrer par le biais des canaux NMDA par exemple une hyperexcitabilité, donc des crises d'épilepsie. Vous voyez, donc l'inflammation peut rentrer dans la physiopathologie de la genèse des crises d'épilepsie. L'hypothèse de l'implication des voies inflammatoires dans l'épileptogenèse, donc elle a des arguments. Donc on a des arguments déjà, l'efficacité des corticoïdes dans certaines épilepsies pédiatriques, le rôle de la fièvre où on a la sécrétion des chimiokines et des substances pro-inflammatoires et des cytokines qui peuvent entraîner une hyperexcitabilité, la fréquence plus élevée d'épilepsie dans les maladies auto-immunes systémiques comme le lupus érythémateux disséminé et l'implication par exemple de gènes de l'immunité dans certains types d'épilepsie. Bien sûr, l'efficacité des corticoïdes, c'est l'exemple du syndrome de West où la corticothérapie, l'hydrocortisone, le CTH, il a une efficacité prouvée. Le système immunitaire peut contribuer à l'épileptogenèse, c'est le cas des auto-anticorps ciblant des antigènes neuronaux qui sont incriminés dans les épilepsies. Surtout en cas d'épilepsie chronique et réfractaire. Donc, quand vous avez une épilepsie chronique réfractaire, surtout temporale, où l'étiologie n'est pas retrouvée, il faut penser à ces auto-anticorps, surtout l'anticorps anti-GAD65. Inversement, les crises et l'état de mal épileptique peut causer une neuroinflammation. Vous voyez, donc l'inflammation peut donner des crises, et les crises, quand elles sont fréquentes et l'état de mal, peuvent donner de l'inflammation. Vous voyez, donc c'est complexe comme mécanisme. Vous voyez ici le schéma, donc vous avez une agression cérébrale, après vous avez une période de latence, puis vous avez l'embrasement, le phénomène de kindling, avec une réorganisation pendant l'épileptogenèse, réorganisation cérébrale. Parmi les mécanismes qui s'installent, vous avez l'inflammation, donc tout ça va engendrer des crises. Et ces crises-là aussi
vont engendrer une réorganisation au niveau cérébral, une gliose, une plasticité, voire une inflammation. Donc l'inflammation peut être la cause de crise d'épilepsie ou peut être la conséquence de ces crises. Les mécanismes d'induction de la synthèse des auto-anticorps dans les encéphalites auto-immunes est dû soit à une lésion neuronale par les virus, notamment l'herpès, qui va relarguer des antigènes, soit tumoral, c'est pour ça que les encéphalites auto-immunes peuvent être paranéoplasiques, il y aura un relargage d'antigènes. Donc ces antigènes vont être présentés au système immunitaire, notamment les dendrites qui vont transporter aux cellules CD4T, puis aux cellules B naïfs, elles-mêmes vont envoyer vers les plasmocytes pour avoir une synthèse d'anticorps qui sont des auto-anticorps par mimétisme moléculaire. Donc il y a une ressemblance entre l'antigène du neurone relargué, de l'antigène des neurones relargués, et donc il y a une mauvaise immunité, soit vous avez une apoptose tumorale et qui donne des antigènes qui ressemblent aux antigènes du système nerveux central, et parfois même il y a du tissu nerveux dans les tumeurs. Les cibles des auto-anticorps, vous voyez donc les cibles peuvent être intracellulaires. Les intracellulaires sont beaucoup plus paranéoplasiques, et vous avez les de surface, les anticorps de surface qui sont pathogènes, donc l'immunité elle est efficace. Donc vous voyez ici le postsynaptique, les anticorps anti-NMDA. NMDA, vous avez le GABA et la glycine, l'AMPA, tout ça, toutes ces cibles-là engendrent des crises d'épilepsie, notamment le LG1 qui donne des crises brachiofaciales dystoniques. Et vous avez l'intracellulaire, le GABA, donc le GAD qui transforme le glutamate en GABA. Si on a un anticorps anti-GAD, il y aura un excès de glutamate et on aura des crises d'épilepsie. Le cerveau limbique, pourquoi j'ai mis ce schéma? Parce que quand ces autres anticorps, ils attaquent en premier lieu le système limbique, que vous voyez en jaune. Donc ça donne des encéphalites limbiques avec des crises soit temporales complexes ou des crises frontales, voire même des crises généralisées ou des états de mal épileptiques. Mais on peut avoir des présentations extralimbiques. Voilà la classification des cibles antigéniques. On a les anticorps qui ciblent les protéines membranaires. Dans ce cas-là, l'anticorps est pathogène, c'est lui qui cause le tableau clinique. Donc l'immunothérapie, elle est efficace. Parmi elles, on a l'NMDA, c'est l'une des plus fréquentes. Vous avez le LG1 et le Casper2 dans le complexe VGK. Vous avez l'AMPA, le GABA, ils sont les épileptogènes. Donc on a des tableaux vraiment riches en épilepsie. Et vous avez les autres, bien sûr, chacun donne un tableau particulier, mais le tableau commun, c'est l'encéphalite limbique. Vous avez les synaptiques, le plus connu, c'est le GAD61, qui donne de l'épilepsie chronique réfractaire, et vous avez les intracellulaires, où l'anticorps, ce n'est qu'un marqueur d'une tumeur, donc il faut traiter beaucoup plus la tumeur que l'immunothérapie. Voilà les anticorps qu'on découvre de plus en plus. Donc les dernières années, on a découvert pas mal d'anticorps de surface où l'immunothérapie est efficace. L'encéphalite donc auto-immune est une entité rare et hétérogène du système nerveux central qui attaque surtout les structures limbiques, mais aussi extralimbiques, associés à des auto-anticorps ciblant des protéines neuronales ou gliales. Il faut distinguer entre les membranaires où l'anticorps est pathogène, je l'ai dit, contre ceux intracellulaires où il faut chercher systématiquement des tumeurs. Certains sont méconnus de description récente, ils peuvent mimer des affections, d'autres affections, notamment le tableau psychiatrique ou une méningo-encéphalite herpétique ou autre, ou une autre maladie neurologique, par exemple une maladie de Creutzfeldt-Jakob. D'où un risque d'errance diagnostique. La symptomatologie, elle est aspécifique et variée selon l'auto-anticorps, mais parfois stéréotypée. Quand l'encéphalite anti-NMDA, on connaît bien le tableau, il est stéréotypé. Et les manifestations généralement sont neuropsychiatriques, soit un mode
d'entrée psychiatrique ou un mode d'entrée neurologique ou les deux, dans un tableau aigu ou subaigu. Voilà un nouveau concept de classification des encéphalites auto-immunes. Généralement, c'est limbique, mais ça peut être cortical et subcortical. Donc, ces deux tableaux donnent des crises d'épilepsie. Ça peut être striatal, cérébelleux, vous voyez, donc méningitique. Donc, on a plusieurs tableaux. Et peuvent être même des formes séronégatives, c'est-à-dire selon la sérologie, séropositif, séronégatif. Donc, l'anticorps n'élimine pas une encéphalite auto-immune. Les manifestations cliniques, elles sont aiguës ou subaiguës selon l'anticorps, mais généralement c'est d'un tableau belluant, moins de 3 mois, avec un tableau limbique, donc c'est un tableau d'encéphalite limbique, avec troubles de la mémoire, des troubles du comportement, des troubles psychiatriques, agitation, troubles du comportement, irritabilité, associés à des crises d'épilepsie qui sont fréquentes, surtout temporales, ou même d'emblée une généralisation ou un état de mal épileptique inaugural. C'est pour ça qu'il faut avoir une attitude rigoureuse devant un premier événement épileptique. Si vous avez un malade d'emblée, il a des crises d'épilepsie fréquentes, avec même une imagerie normale, il faut y penser. Surtout que si vous avez d'autres manifestations comme les syndromes dysautonomiques. Voilà les différents tableaux cliniques des différents anticorps, notamment superficiels. On voit que dans le tableau clinique, l'épilepsie est fréquente dans presque tous les auto-anticorps. L'IRM cérébral, souvent on retrouve un hypersignal temporal, et il faut que ça soit bilatéral. Gross et Hall ont mis des critères de diagnostic. Parmi les exigences, il faut que ça soit bilatéral. Si c'est unilatéral, on exige la positivité de l'auto-anticorps, car il y a des étiologies qui peuvent mener des encéphalites comme les gliomatoses et les autres. Mais l'imagerie, c'est ça le piège, elle peut être normale jusqu'à 50% des cas, et parfois on a un petit hypersignal qui peut être interprété comme normal ou un gonflement des amygdales. Donc il faut bien faire des coupes IRM, passant par les hippocampes, et mieux voir l'hypersignal. Et parfois même il faut faire un PET scan avec FDG pour voir le métabolisme cérébral, si l'IRM elle est normale. Et on peut avoir des anomalies extralimbiques, notamment dans l'encéphalite en TNMDA. On a trouvé des lésions, par exemple des noyaux gris et autres. Voilà, c'est les différents patients qu'on a reçus dans notre service. Les anti-NMDA, vous avez vu, donc soit c'est temporal ou extra-temporal, les deux premières images. Soit on peut avoir le LG1, généralement c'est quand on est en temporal, et les Caspar-2, généralement c'est un tableau moins brillant et c'est des lésions temporales internes. L'encéphalite auto-immune et épilepsie, c'est-à-dire l'épilepsie dans ces encéphalites, les crises sont habituelles, donc elles sont fréquentes, on a vu le tableau, et peuvent être un mode d'entrée. Ça veut dire, si on reçoit d'emblée un malade qui a des crises d'épilepsie, soit avec un hypersigne, avec une imagerie normale, il faut penser à ce diagnostic parce qu'on peut stopper une encéphalite qui peut être grave, qui peut conduire le patient au coma. Au début, on peut avoir des crises d'emblée réfractaires qui ne répondent pas aux antiépileptiques, avec des autres manifestations, déclin cognitif, troubles psychiques ou une épilepsie isolée. Certaines peuvent se manifester même par une épilepsie chronique. Ça veut dire que ce n'est pas un tableau d'encéphalite limbique, uniquement une épilepsie qui résiste au traitement avec pharmacorésistance. Ça veut dire qu'avec une bithérapie, malgré une bithérapie, le malade il continue à faire des crises, il recrute beaucoup de crises. C'est le cas des encéphalites anti-GAD65. Le risque d'une épilepsie chronique comme séquelle est inconnu. Généralement, quand c'est les encéphalites auto-immunes, les crises d'épilepsie sont maîtrisées par les thérapeutiques spécifiques, l'immunothérapie associée à l'antiépileptique. Les convulsions ou l'état de mal épileptique sont souvent à la portée, surtout dans les anticorps dirigés contre le GABA A et le GABA B, le LG1, l'AMPA et le GAD65. Mais aussi, ces crises-là peuvent être observées, notamment dans l'encéphalite NMDA, c'est connu, et les Caspar-2. Voilà.
Les crises sont à début explosif dans un tableau soit d'encéphalopathie, déclin cognitif, troubles psychiques, troubles du comportement, dysautonomie, insomnie. C'est ça le tableau d'encéphalite limbique, où elles peuvent être isolées. En cas de crise généralisée au tête mal, c'est un mauvais pronostic, donc la maladie peut être conduite à être intubée, voire même une mortalité élevée. En général, les crises d'épilepsie sont maîtrisées par les antiépileptiques et l'immunothérapie. C'est selon les anticorps en cause, parfois ça résiste, comme l'anti-GAD65, où il faut mettre un traitement agressif. Le risque de développer une épilepsie chronique paraît faible selon les études, mais elle varie aussi. Ce risque-là, il varie selon les autres anticorps. Je vous ai dit, les GAD65, parfois, il est résistant au traitement. Voilà les différents types de crises dans l'encéphalite auto-immune. Vous voyez ici donc, les crises presque fréquentes dans toutes les encéphalites auto-immunes, que ce soit le J1, le GABA, le NMDA, l'on parle, c'est 88%, 90% jusqu'à 100%. Et le type de crise, globalement, ça peut être focal et ça peut être généralisé. Le plus souvent, c'est temporal. Sauf dans le LJ1, on a des crises spécifiques qui sont des crises brachiofaciales dystoniques alternantes. Voilà les différents types de crises. Généralement, c'est temporal, sauf le LJ1, on a des crises dystoniques brachiofaciales, les FBDS. L'électroencéphalogramme auto-humain, donc dans les encéphalites auto-immunes, les anomalies sont aspécifiques. Il n'y a pas de pattern commun pour ces encéphalites auto-immunes, mais le EEG, il a une place parce qu'il va éliminer déjà une encéphalite herpétique, il va rechercher d'autres éléments, par exemple des complexes en faveur d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob. Généralement, il montre une souffrance cérébrale, soit elle est focale, soit elle est diffuse. Cette souffrance, généralement, elle est temporale, avec des anomalies périodiques qui peuvent même mimer un état de mal épileptique. Donc, faites attention, il ne faut pas traiter abusivement. On peut avoir des activités rythmiques, des rythmes rapides, mais le pattern le plus spécifique, c'est le seul qui oriente vers l'encéphalite auto-immune, c'est l'extrême delta brèche, mais il est spécifique en NMDA, mais on ne le retrouve pas dans les autres encéphalites auto-immunes. On va voir le tracé. L'épilepsie séronégative auto-immune, donc probablement il y a des auto-anticorps qu'on n'a pas encore découverts. Donc on va avoir des épilepsies séronégatives qui vont échapper aux études et aux diagnostics. Et aussi, un dosage n'élimine pas une encéphalite auto-immune. En plus, il faut faire une technique dans un centre spécialisé pour confirmer la positivité ou la négativité. Pour cela, si vous avez une suspicion d'une encéphalite auto-immune ou une épilepsie auto-immune, dans un contexte d'encéphalite, il ne faut pas hésiter de traiter. Il faut rechercher des critères comme un début aigu, moins de 3 mois, des symptômes neuropsychiatriques associés, une dysautonomie, une insomnie, parfois des troubles mnésiques et des insomnies ne sont pas prises au sérieux chez un malade qui est épileptique, qui a beaucoup de crises. Donc il faut faire un bilan cognitif, il faut essayer de détecter d'autres manifestations associées. Est-ce qu'il a d'autres signes neurologiques nouveaux? Est-ce qu'il a des signes d'inflammation au niveau du LCR à l'imagerie? Bien sûr, après avoir éliminé d'autres étiologies. Il y a des indices quand c'est un âge avancé, 30 ans et plus, quand il y a les crises sont temporales, pharmacorésistantes, avec progression, recrutement d'autres types de crises, un électroencéphalogramme si on a un pattern d'extrême delta brush. Et surtout, si on a une imagerie normale, il ne faut pas hésiter de faire le TEP FDG s'il est disponible et il peut vous aider au diagnostic. Le choix des patients pour le dosage, comment on va choisir? Est-ce qu'on va faire le dosage pour toutes les épilepsies? Non. Donc il faut, je vous ai dit, il faut des arguments cliniques, mais aussi on utilise un score qu'on appelle le score APE2. Donc ce score-là, il englobe plusieurs paramètres. Donc si le malade il a des signes, on va cocher +1, +2,
plus 2, donc on va faire le total. Par exemple, est-ce qu'il a des signes neuropsychiatriques, est-ce qu'il a des signes dysautonomiques, est-ce qu'il a des prodromes, est-ce qu'il a des crises brachiofaciales. Vous voyez, donc à chaque fois on remplit. Si le patient il a un score supérieur ou égal à 4 chez un épileptique ou l'étiologie inconnue, j'insiste, c'est-à-dire on n'a pas trouvé une cause, la sensibilité et la spécificité, elle est élevée pour ce score, surtout s'il est supérieur ou égal à 7, c'est presque 100%. Il ne faut pas hésiter de traiter par immunothérapie. Tous les patients atteints d'épilepsie, donc d'étiologie inconnue, ça veut dire qu'on a fait un bon examen clinique, des examens par la clinique appropriée, on a éliminé les causes connues. Si on ne trouve rien, donc il faut faire le score. Donc le malade il doit bénéficier d'un dosage. C'est comme ça qu'on va définir le patient. Est-ce que c'est une épilepsie auto-immune définie, probable ou possible? Vous voyez l'organigramme ici. Donc est-ce que c'est disponible? Si on n'a pas les anticorps, il ne faut pas hésiter de mettre, si on a un score élevé, il faut mettre une immunothérapie et voir la réponse à l'immunothérapie. Il y a le score RIT2 qui concerne même le traitement. Voilà les dosages des auto-anticorps. On peut avoir des séronégatifs. Donc il ne faut pas rester uniquement sur l'anticorps. Il faut des arguments cliniques, paracliniques, rechercher des traces d'inflammation. Et l'anticorps va vous orienter, par exemple, vers le type de la tumeur. Si c'est un MDA, il faut rechercher, par exemple, un tératome ovarien. Généralement, c'est l'immunofluorescence. Nous, on a fait des diagnostics grâce à l'Institut Pasteur d'Alger, service immunologie. Les encéphalites anti-NMDA, donc c'est un tableau bien connu, il est stéréotypé chez une femme, l'âge moyen de 24 ans, généralement, il peut mimer un tableau de psychose pure ou de méningo-encéphalite herpétique. Il peut révéler un tératome ovarien. Il faut faire un TAP, surtout une IRM pelvienne, à la recherche d'un tératome. L'encéphalite, vous voyez le tableau, il est stéréotypé. Les premiers signes, c'est les prodromes, la première semaine, puis vous avez un tableau psychiatrique, hallucination, trouble du comportement, agitation, voire même une catatonie, et les neuroleptiques aggravent le tableau clinique. Il faut éviter les neuroleptiques. Puis survient la phase neurologique, on va avoir des crises d'épilepsie, mais les crises d'épilepsie peuvent être au début, qui peuvent être masquées, si des crises temporales avec des ruptures de contact, automatisme, mais peuvent être masquées par les troubles du comportement, l'agitation, donc c'est difficile de les détecter. C'est ça l'intérêt de faire un électroencéphalogramme. Et les signes neurologiques, les complications surviennent après, avec une hypoventilation, une dysautonomie, des déficits moteurs. Vous voyez, donc il y a une aggravation. Le malade, il peut se retrouver en réanimation. Voilà la clinique, donc elle est stéréotypée. Donc, sont diagnostiqués généralement comme premier épisode psychotique. Ils atterrissent en psychiatrie. C'est l'étude de Dalmau qui a trouvé 77% des cas, le mode de réversibilité psychiatrique, et 60% des patients sont hospitalisés en psychiatrie d'abord. Donc il faut chercher les arguments comme la rapidité d'installation, les hallucinations visuelles plus que auditives, l'état confusionnel, la catatonie et surtout les dyskinésies au niveau buccal et même les mouvements anormaux au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Voilà, les mouvements anormaux, ils sont très évocateurs, les dyskinésies orofaciales et même la tétose, l'hypertonie, la dystonie, c'est très évocateur, et voire même des crises temporales. Il faut bien observer le patient. L'épilepsie dans l'anti-NMDA, donc ce qu'il faut retenir dans l'épilepsie anti-NMDA, chez les femmes, c'est des crises généralisées, tas de mal. Mais chez l'homme, elle peut être révélatrice chez l'homme avec des crises de l'hémicorps, qui sont des crises cloniques de l'hémicorps, même chez l'enfant, donc les crises d'épilepsie peuvent révéler l'encéphalite anti-NMDA. Vous voyez, donc on peut arrêter l'évolution de la maladie si on détecte le tableau. Donc après un herpès, ça c'est connu, les encéphalites herpétiques peuvent être suivies d'une encéphalite anti-NMDA. Donc on peut avoir des déficits cognitifs, mais généralement l'épilepsie, elle est stabilisée, il y a une disparition des crises, et on peut avoir une atrophie de l'hippocampe si le malade il est traité tardivement, mais rarement une sclérose de l'hippocampe. Les examens paracliniques, il faut faire une inflammation au niveau du LCR,
les hypersignaux temporaux ou extratemporaux, mais l'IRM peut être normal. L'électroencéphalogramme, je vous ai dit, il faut chercher les extrêmes delta brush. Voilà, donc vous avez au début donc, des rythmes rapides, puis ça évolue vers les extrêmes delta brush, ça veut dire des ondes delta surmodulées par une activité rapide. Et si le malade il évolue, il va évoluer vers un ralentissement diffus avec une activité delta monomorphe ou une activité rythmique. Vous voyez, donc l'électroencéphalogramme dépend de la phase de diagnostic. Il faut répéter l'électroencéphalogramme. Un cas clinique, une patiente a présenté des troubles du comportement avec agitation. Le LC était normal, l'imagerie était normale. L'électroencéphalogramme, on a trouvé un ralentissement, surtout au niveau temporal d'Alois, avec des extrêmes delta brush, surtout en temporal antérieur. Et c'est ce qui nous a évoqué cette entité. Donc, on a traité la patiente, le GL est redevenu normal. On a traité par bolus corticoïde des immunoglobulines. Et il faut savoir aussi que notre patient avait des CPK élevés. C'est décrit risque de baradomyolyse dans l'encéphalite anti-NMDA. Donc, quand vous avez un malade agité, est-ce que c'est psychiatrique, il ne faut pas hésiter de faire les CPK. D'ailleurs, même le taux de CPK, il est utilisé dans les crises généralisées. Là, c'est dû aux accès de dystonie importantes qui peuvent engendrer une élévation de CPK. Donc, c'est notre patiente, elle est en opistotonos, qu'elle a fait des accès de dystonie. Donc, c'est l'intérêt de filmer le malade et d'observer et faire le taux de CPK. Une femme de 18 ans a fait des crises sensorielles, des hallucinations olfactives et auditives accompagnées d'une irritabilité. Puis, quelques semaines, elle s'est aggravée. Donc, 20 jours après, elle a fait de la fièvre, des crises temporales avec une hyperprotéinorragie. Elles l'ont traitée comme maladie infectieuse, comme encéphalite herpétique. Elle avait donc ici l'apparition d'un hypersignal 20 jours après. L'électroencéphalogramme, il était ralenti, surtout en temporal. Là, la PCR négative, elle avait des bandes oligoclonales. Donc, on a traité comme NMDA et les anticorps sont revenus positifs. La maladie, elle a très bien évolué, sans séquelles. L'encéphalite peut en cacher une autre. Donc, vous avez une encéphalite herpétique. Elle peut être suivie d'une encéphalite anti-NMDA. Donc, si vous avez une maladie, là, une encéphalite herpétique, il est guéri, puis il rechute, il faut faire les anti-NMDA. Ça peut être une encéphalite anti-NMDA qui survient après cette encéphalite infectieuse. Donc, l'herpès est un trigger immunologique par lyse neuronale avec relargage d'antigènes. L'NNTA et Covid, même le Covid, il a presque le même rôle que l'herpès, donc il peut donner déjà les manifestations de neurocovid, on peut avoir des encéphalopathies. Donc parmi ces encéphalopathies, on peut trouver des encéphalites anti-NMDA. Vous voyez ici une étude qui a trouvé 5 cas d'NMDA sur 19 encéphalopathies à Covid. Le LG1, ça j'insiste surtout sur l'encéphalite anti-LG1 parce que le tableau il est épileptique chez un homme de 60 ans qui présente des crises de dystonie brachiofaciale qui sont pathognomoniques associées à des crises temporales, mais surtout l'hyponatrémie et l'insomnie. Donc c'est les deux signes cliniques associés. Et aussi sur le plan biologique, une hyponatrémie. Et le LCR, il est souvent normal, donc il est déroutant. Par contre, l'imagerie peut trouver un hypersignal temporal ou être normal. Donc faites attention, chez un sujet âgé qui fait des crises brachiofaciales alternantes, vous voyez ici, ça commence par une épilepsie, puis ça évolue avec un déclin cognitif important, donc il faut stopper cette évolution. L'épilepsie, donc, elle est presque dans 100% des cas, voire même un état de mal épileptique. Donc, les crises brachiofaciales, c'est les plus précoces. Puis surviennent les crises temporales et généralisées. Donc, l'intérêt de reconnaître les crises dystoniques brachiofaciales, les FBDS, qui sont des crises très brèves. Elles ressemblent à des myoclonies. Elles sont motrices. C'est des contractions toniques rapides, unilatérales, voire bilatéral, mais le caractère alternant, il est très évocateur. Surtout, ça touche le membre supérieur et la face.
voire même le membre inférieur, vous voyez, jusqu'à 40 par jour en moyenne, et ça dépasse même le 100. Elles sont souvent associées aux crises temporales et si la maladie évolue et aux crises généralisées. Donc les FBDS ont une origine du cortex moteur, mais aussi les ganglions de la base sont incriminés. Certaines sont classées comme mouvement anormal que crise d'épilepsie. Donc il y a deux mécanismes, cortical et sous-cortical. Donc, une fréquence élevée des crises d'épilepsie est associée au développement d'une sclérose mésiale. Il y a le risque d'une sclérose mésiale. Et là, s'il y a une sclérose mésiale, on aura plus de crises d'une pharmacorésistance ou une atrophie hippocampique. Mais généralement, si on traite rapidement, les malades évoluent très bien. Là, c'est un cas clinique qui a fait des crises temporales, donc décrit dans la littérature avec une imagerie normale. Il a fait des crises temporales avec des troubles mnésiques. Donc, si vous avez des crises brachiofaciales, surtout myocloniques, il faut faire un bilan cognitif et rechercher une hyponatrémie. Donc, ça peut être une triade qui oriente vers l'encéphalite anti-LG1, surtout chez l'homme. Vous voyez ici le PET FDG qui a montré un hypométabolisme donc, au niveau des lobes temporaux. Le cas clinique de notre service, donc il a fait des crises brachiofaciales très fréquentes, surtout à gauche, avec des colonies parfois quand on est au niveau facial, bilatéral et quotidien, résistant. Il a reçu une bithérapie, levetiracetam, lamotrigine sans aucune réponse. Donc avec une hyperprotéinurgie LCR, l'anti-LGO était négatif, l'imagerie était négative, l'électroencéphalogramme il était discrètement ralenti en temporal. On a traité comme encéphalite anti-LG1. Le malade, il a bien évolué. Là, c'est des colonies bifaciales quotidiennes. Donc, après la corticothérapie immunoglobuline, le patient n'a plus refait de crise. Les myoclonies, donc atypiques, il faut penser l'encéphalite anti-LG1, surtout si elle est associée à l'hyponatrémie et donc la sécrétion inappropriée d'ADH. Vous voyez ici un tableau qui simule des myoclonies chez un sujet âgé. Donc faites attention devant tout tableau myoclonique d'installation brutale, surtout s'il est alternant sujet âgé, il faut faire les anti-LG1, même si le LCR est normal. L'encéphalite Casper2, généralement, le tableau il est moins sévère, c'est des troubles mnésiques avec une épilepsie temporale peu sévère, mais on peut avoir d'autres tableaux, le syndrome d'Isaac. Donc il faut, si vous avez des crises temporales avec des troubles mnésiques, il faut examiner les membres inférieurs à la recherche d'une neuromyotonie au niveau du thorax. Donc ça peut orienter vers le Casper2. Soit c'est un syndrome de Morvan avec confusion mentale, intimum et de la neuromyotonie. Donc, il faut examiner les patients. Là, c'est un cas clinique d'une femme de 28 ans qui a fait des crises temporales peu sévères qui ont répondu à l'antiépileptique, mais elle a fait des troubles mnésiques importants, d'où corticothérapie immunoglobuline parce qu'elle avait des anticorps anti-Casper2 positifs avec un hypercilial bitemporal et avec une bonne évolution. L'encéphalite anti-GAD65, c'est le modèle le plus approprié pour parler d'épilepsie auto-immune chronique. Il donne une épilepsie chronique pharmacorésistante, surtout temporale. Pourquoi? Parce que le GAD, l'enzyme, il catalyse la conversion de l'acide glutamique en GABA. Donc s'il y a un anti-GAD, on aura un excès d'acide glutamique, on aura alors une hyperexcitabilité et des crises d'épilepsie. Sur le plan clinique, l'anti-GAD65 il est retrouvé dans les pathologies polyendocriniennes et le diabète insulinodépendant, c'est connu parce que c'est la distribution de cette enzyme GAD65 dans les cellules pancréatiques, testiculaires, le foie et autres. Mais le tableau neurologique il est varié. On peut avoir le Stiffman syndrome, syndrome de Lomred, des ataxies cérébelleuses, mais on peut avoir des encéphalites limbiques avec crise temporale et voire même une épilepsie temporale réfractaire isolée. Donc c'est là où il faut faire les GAD65 avec même un option myoclonus. On peut avoir des crises myocloniques, un myoclonus sévère.
les manifestations neurologiques, donc deux scénarios en cas d'épilepsie. Donc soit c'est une encéphalite limbique, donc on a des troubles cognitifs, psychiatriques, c'est comme les encéphalites limbiques de toutes les encéphalites auto-immunes, avec une inflammation mésio-temporale, bilatérale, soit l'épilepsie chronique, et c'est là le piège, sans preuve clinique ou IRM d'inflammation. Vous voyez, donc LCR, on ne retrouve rien, l'imagerie normale, uniquement des GAD65 élevés dans le LCR. C'est l'encéphalite aiguë, donc l'imagerie, elle retrouve un hypersignal mésio-temporal, généralement il est bilatéral, c'est un mauvais pronostic sur le plan cognitif et épileptique. Ces anomalies peuvent se résoudre ou progresser ou persister selon la précocité du traitement. On peut avoir une atrophie hippocampique qui va s'installer et cette atrophie même peut donner une épilepsie chronique. Rarement, l'origine est par la néoplasique. Il faut chercher une tumeur pulmonaire non endocrinienne en cas d'existence d'une ataxie ou d'une encéphalite chez un sujet plus de 60 ans de sexe masculin. Mais les autres, généralement, il n'y a pas de néoplasie. Donc, pour les manifestations neurologiques, comment faire la différence, puisque les GAD, on les trouve dans les autres pathologies non endocrines, notamment même dans le diabète. Ici, les manifestations neurologiques, il faut doser dans le LCR et non pas dans le sang, contrairement aux autres pathologies. Et le titre sérique, il est très élevé par rapport aux sujets qui ont un diabète ou une pathologie non endocrinienne. L'épilepsie, donc dans l'anti-GAD65, c'est la conversion de l'acide glutamique en GABA qui est empêchée par l'anticorps, parce que le GAD65 il fait cette conversion. Donc ce blocage vers la conversion vers le GABA qui est un inhibiteur, donc on aura un excès d'acide glutamique, on aura une hyperexcitabilité, d'où le développement de crises d'épilepsie pharmacorésistante. Donc une épilepsie souvent réfractaire de type temporal pouvant être le principal signe ou la seule présentation clinique. Les anticorps sont détectés dans jusqu'à 12,5% des cas d'épilepsie focale récente chez un adulte dont l'étiologie n'est pas expliquée et chez plus de 6% des épilepsies réfractaires de l'enfant. Vous voyez, même l'enfant, il faut faire le dosage. Il y a une faible réponse de cette épilepsie à l'immunothérapie. Il faut une immunothérapie agressive, contrairement aux autres encéphalites auto-immunes. L'association possible à d'autres auto-anticorps, on peut trouver des anti-TPO parce que c'est un terrain désimmunitaire, on peut trouver des antinucléaires et on peut même trouver d'autres maladies auto-immunes associées comme la thyroïdite, la maladie cœliaque, le vitiligo, le diabète. Donc il faut examiner le patient, faire des examens biologiques. Les gènes n'est pas spécifique, on peut trouver un ralentissement surtout temporal avec des décharges temporales, mais il n'y a pas de pattern. Là, c'est une patiente qu'on a reçue qui a fait une épilepsie réfractaire temporale avec même un myoclonus. L'hypersignal a été retrouvé au niveau temporal hippocampique bilatéral quand on est aux deux hippocampes avec des décharges rythmiques au niveau temporal droit, surtout parfois propagation frontale à l'électroencéphalogramme. Donc la patiente elle a fait même des crises à type de myoclonus. Vous voyez donc des contractions au niveau du quadriceps. Elles étaient sévères et permanentes. Donc on a traité d'une façon agressive endoxon, rituximab, voire même les échanges plasmatiques. L'encéphalite anti-GABA, elle est connue, donc elle est rare, mais elle est très épileptogène, donc surtout les enfants. Il ne faut pas hésiter à faire le dosage, en cas de crise généralisée aussi. Et on peut avoir même une épilepsie chronique réfractaire. Vous voyez, donc le GABA A, le type A, donc il peut donner des crises importantes, voire même un état de mal épileptique. Même le GABA B, c'est surtout l'adulte 60 ans. Vous voyez donc la particularité par rapport au GABA A, ça c'est on peut avoir un option myoclonus avec une épilepsie très sévère et des tableaux de psychose. L'encéphalite anti, on parle aussi dans des crises d'épilepsie, toujours le sujet âgé de 60 ans. Vous voyez les sujets âgés qui font des crises tardives. Il ne faut pas hésiter de faire le dosage des auto-anticorps et chercher d'autres manifestations cognitives et psychiatriques
Donc, et même paranéoplasique, il faut faire un examen, un TDM, thoraco abdominopelvien, dont les on parle à la recherche d'un timon, par exemple. Vous voyez, donc là, on parle le GABA A, le GABA B, tous dans des crises d'épilepsie au premier plan. L'encéphalite antirécepteur de la glossine donne surtout des myoclonies ou une encéphalomyélite avec atteinte médulaire ou une encéphalite limbique comme les autres encéphalites auto-immunes. Les indices cliniques en faveur d'une épilepsie auto-immune, alors, c'est le début explosif avec un état de mal épileptique ou des crises temporales et même des crises brachiofaciales qu'on voit dans l'anti-LG1, un déclin cognitif rapide. Donc, si vous avez un sujet âgé, il faut faire des tests neuropsychologiques, un début après 30 ans, donc l'imagerie normale, on ne va pas dire c'est idiopathique. Donc, il faut chercher aussi un terrain auto-immun, une thyroïdite, un vitiligo, des anomalies biologiques qui orientent vers un terrain auto-humain. Donc, ça oriente vers une origine auto-immune de l'épilepsie. Et les anomalies mésiotemporales sur l'imagerie. Si l'imagerie est normale, il faut faire le PET-FDG pour voir ce qu'il y a un hypométabolisme. Ça, c'est un cas d'une paranéoplasique aussi, donc des crises d'épilepsie, mais généralement sont néoplasiques. Il faut chercher la néoplasie comme le anti-HU, le anti-IO et les autres. Ça, c'est un tableau d'une femme qui a fait aux antécédents d'une tumeur, guérie, traitée, puis elle a fait des crises temporales, une encéphalite limbique sur crise temporale, où le LCR il était inflammatoire. Après traitement corticoïmmunoglobulin a bien évolué. Vous voyez ici le G ralenti au niveau temporal. 3 ans après, la patiente a présenté une récidive tumorale. Donc, vous voyez, donc il faut traiter la tumeur. Là, c'est une bonne évolution électrique après traitement immunothérapie de première ligne. L'encéphalite de Rasmussen, donc c'est le rôle auto-immun, il est discuté. Donc, c'est des hypothèses chez des enfants en bonne santé qui présentent une épilepsie sévère pharmacorésistante. Donc, l'hypothèse auto-immune ou immunitaire à médiation cellulaire a été évoquée. On a même retrouvé des auto-anticorps comme le glur 3, mais sans signification clinique. Elle est incertaine, mais l'épilepsie ici, elle est sévère. Elle commence par une épilepsie motrice focale unilatérale, puis elle devient sévère, avec une épilepsie continue pharmacorésistante accompagnée d'une hémiplégie et d'une atrophie cérébrale. Il existe même des formes tardives chez l'adulte, avec des épilepsies pharmacorésistantes. Donc il y a 3 stades. Vous avez la prodrome où vous avez de rares crises focales motrices, donc elle est peu sévère l'épilepsie. Puis vous avez la phase aiguë où l'épilepsie devient réfractaire, elle est fréquente, avec une détérioration neurologique, surtout une hémiplégie qui s'installe et un déclin cognitif, voire même l'aphasie si l'hémisphère est dominant. Et l'imagerie là va vous montrer un hypersignal avec une atrophie cérébrale. Puis vous avez une aggravation dans la 3e phase qui est résiduelle. Elle garde une hémiparésie avec l'épilepsie. Parfois, elle se calme, parfois, elle s'aggrave et elle est difficile à maîtriser. L'électroencéphalogramme montre, il est évocateur, il montre un ralentissement du rythme de fond d'un hémisphère, soit il est totalement déprimé, soit des ondes lentes delta, θ polymorphes, rythmiques, avec un foyer de pointe unilatérale du même côté. Parfois, on peut trouver plusieurs foyers critiques ou intercritiques de cet hémisphère malade. Et parfois les anomalies sont bilatérales. Et le rythme de fond il est normal en contralatéral. Le LCR généralement il est normal ou montre une pléocytose lymphocytaire, peu contributif. L'imagerie c'est les évocatrices, montre un hypersignal localisé d'abord au début à la région périsylvienne, puis elle va s'étendre à tout l'hémisphère avec augmentation du volume à la phase aiguë, puis une atrophie qui va s'installer à tout l'hémisphère. Voilà donc l'imagerie. À gauche, vous avez l'hypersignal avec l'atrophie, puis une évolution vers une atrophie totale avec une dilatation ventriculaire d'un hémisphère due à l'atrophie. La prise en charge, généralement les antiépileptiques, ils sont inefficaces avec une faible réponse à l'immunothérapie et parfois contre les bolises de corticoïdes, les immunoglobulines, il y a des réponses transitoires
c'est des petites séries décrites. Une certaine efficacité a été décrite pour le natalizumab, le rituximab, même le tacrolimus qui ralentit l'atrophie. Mais le meilleur traitement, c'est la déconnexion hémisphérique, l'hémisphérotomie pour arrêter les crises auprès de quelques séquelles. Donc il faut une rééducation de l'hémiparésie cognitive après le geste chirurgical. Le NORS, donc c'est un état de mal épileptique réfractaire de nouveau chez un adulte ou un enfant sans antécédent d'épilepsie et sans étiologie identifiable. Il y a des études, donc une étude multicentrique a montré ces NORS-là, donc c'est des malades qui font des états de mal réfractaires. Il faut chercher ces deux anticorps. Donc il y a une étude qui a montré que quand on a recherché l'étiologie dans les 48 premières heures, on n'a rien retrouvé, mais le dosage des auto-anticorps a retrouvé 40% de ces malades avaient des auto-anticorps. Vous voyez, donc ça peut, une encéphalite auto-anticorps, une épilepsie auto-immune peut être révélée par un NORS. Donc faites attention, l'évolution elle peut être favorable sur immunothérapie et on peut voir même une épilepsie chronique qui va se développer après. Le FIRES aussi, c'est des enfants qui font donc brutalement une épilepsie fébrile, un syndrome infectieux, donc une épilepsie qui est réfractaire chez un enfant qui était en bonne santé, sans antécédent d'épilepsie. Les crises sont focales et sont fréquentes, se développant dans le cadre d'un épisode fébrile, puis un état de mal épileptique va s'installer avec même une épilepsie pharmacorésistante chronique avec un retard sévère qui survient après cet état de mal, si le malade s'en sort. L'étiologie, elle est incertaine, donc là, on parle de rôle neuro-infectieux ou neuro-inflammatoire. Certaines biopsies ont montré, donc chez 13 patients, 7 enfants qui avaient une gliose avec des infiltrants inflammatoires leptoméningés. Vous voyez, donc l'inflammation, l'hypothèse inflammatoire, elle est évoquée. Mais les examens, le LCR et la recherche de biomarqueurs d'auto-anticorps, de bande oligogrammes n'a rien retrouvé, donc ça reste une hypothèse. Peut-être il y a d'autres auto-anticorps qui sont incriminés ou un agent viral non encore identifié. Les explorations, donc l'électroencéphalogramme va montrer des anomalies bilatérales surtout en temporofrontal avec un ralentissement puisque c'est sévère. L'imagerie à la phase aiguë, elle est normale dans 50% des cas ou des signes post-critiques parce qu'il y a des crises importantes. On peut avoir un hypersignal qui va disparaître si on refait l'imagerie. Et la phase chronique, va trouver des anomalies, surtout des hippocampes, voire même une atrophie si le malade survit. Le TEP, il est important, donc à faire, si l'imagerie est normale, c'est le TEP qui va montrer l'hypométabolisme des régions orbitofrontales et temporopariétales. Vous voyez, donc c'est généralement, c'est frontotemporal, la clinique. La prise en charge, l'état de mal, généralement, il est très difficile à maîtriser, nécessitant une intubation artificielle avec mise en coma artificielle. Parfois, le régime cétogène peut apporter un bénéfice. Le régime cétogène, il revient actuellement dans les épilepsies pharmacorésistantes. L'immunothérapie, elle est inefficace, les corticoïdes à forte dose ou les autres immunothérapies. Donc, le rôle auto-immun, il est évoqué, mais incertain. Donc, il y a avec un risque de décès important. Les pathologies auto-immunes systémiques et les autres pathologies auto-immunes du cerveau associées à l'épilepsie, on a l'encéphalomyélite aiguë disséminée qui d'emblée se manifeste par un état de mal ou crise d'épilepsie. L'encéphalite anti-MOG, surtout chez l'enfant, on peut avoir des crises d'épilepsie. La sclérose en plaques avec 3% de cas. Mais le NMO, la neuromyélite optique de Divik, elle donne plus de crises d'épilepsie quand c'est une atteinte cérébrale que la sclérose en plaques. Le neurolupus, donc c'est le plus connu qui donne des crises d'épilepsie jusqu'à 15% avec un risque de 5 fois plus élevé. Généralement, c'est des crises focales. Et quand il y a les antiphospholipides associés positifs, le risque d'avoir des crises chez ce neurolupus il est élevé. Pour l'encéphalopathie d'Hashimoto, on peut avoir un tableau d'encéphalopathie avec crise d'épilepsie. D'ailleurs, le terme d'encéphalopathie répondant aux stéroïdes a été associé au thyroïdite d'Hashimoto parce que c'est une pathologie controversée.
Donc, il ne faut pas hésiter de mettre des corticoïdes. Vous avez les angites primitives aussi. Le diagnostic est difficile. On peut avoir des crises d'épilepsie. Mais la majorité des maladies auto-immunes systémiques peuvent donner de l'épilepsie, notamment la neurosarcoïdose, le syndrome de Gougereau-Sjogren, la maladie cœliaque, le psoriasis. Il y a même des myasthénies graves qui ont donné des crises d'épilepsie par voie multifactorielle. La prise en charge de l'épilepsie auto-immune, les antiépileptiques associés à l'immunothérapie. Donc, généralement, il y a peu d'essais pour le choix de quel antiépileptique utiliser. Le lévétiracétam, il est souvent employé parce qu'il a une bonne tolérance, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Mais quand il y a une maladie là, des troubles psychiques importants, il faut éviter parce qu'il aggrave, il donne des tableaux. Il donne des tableaux d'irritabilité, des troubles du comportement, surtout si c'est un patient qui a déjà des troubles psychiques. L'étude rétrospective a montré que les bloqueurs du canal sodique sont plus efficaces et même des études ont montré leur mécanisme anti-inflammatoire potentiel comme le lacosamide, l'oxcarbazepine, la carbamazepine. Mais il faut éviter la carbamazepine parce qu'elle peut interagir, c'est un inducteur enzymatique avec l'immunothérapie, donc elle peut diminuer l'effet des autres traitements. Les nouveaux antiépileptiques bloquant les canaux sodiques, les plus utilisés, c'est les préférés, c'est l'oxcarbazepine, le lacosamide aussi peuvent être utilisés. Voilà, c'est des études où il y a un nombre de patients, il n'est pas important, mais la réponse aux antiépileptiques, elle était favorable généralement. La chirurgie de l'épilepsie a été tentée dans certains cas d'épilepsie auto-immune. Cependant, parmi ces patients, les résultats semblent moins bons par rapport aux autres étiologies comme la sclérose de l'hippocampe, par exemple. Donc, c'est une alternative très peu utilisée. La prise en charge d'encéphalite auto-immune, les antigènes de surface, il n'y a pas d'essai contrôlé randomisé. Donc, l'efficacité a été prouvée par des séries de cas et par les expériences d'experts. Donc, le premier traitement utilisé, c'est l'immunothérapie précoce de première ligne. C'est les immunoglobulines, aussi 3 cures. On peut associer immunoglobulines, corticothérapie pendant 3 à 5 jours, 1 gramme par jour, associé aux immunoglobulines jusqu'à 3 cures, voire des échanges plasmatiques, plusieurs échanges. Si le malade, au bout de 10 jours ou 30 jours, ne s'améliore pas, il faut rajouter un traitement de deuxième ligne, le anti-CD20 ou le cyclophosphamide. Si le malade il est d'emblée sévère ou il ne répond pas. Mais si le malade il répond à l'immunothérapie précoce, après guérison, on peut mettre un traitement en long cours pour éviter une rechute de ces maladies parce qu'il y a des rechutes, elles existent. Donc on peut mettre le rituximab, l'anti-CD20, le cyclophosphamide, l'azatioprine, selon la sévérité, selon l'anticorps et le pronostic de ces maladies. Une nouvelle immunothérapie a été même utilisée, le bortezomib, qui est un inhibiteur de protéasome, et aussi le tocilizumab, qui sont utilisés actuellement. Et l'exérèse chirurgical doit être effectué si on détecte une tumeur associée. Pour les encéphalites paranéoplasiques, c'est généralement traiter la tumeur. Parfois, on peut associer des immunoglobulines. Les antiépileptiques et les maladies auto-immunes systémiques, quand le risque d'ostéoporose par utilisation de corticoïdes peut être aggravé par ces antiépileptiques, les études ont montré ça, surtout le phénobarbital. S'il y a une sclérose en plaques, il faut éviter certains antiépileptiques avec effets secondaires comme asthénie, vertige et ralentissement cognitif. La carbamazepine peut augmenter le risque de lupus érythémateux cutané. Donc faites attention. Donc le choix thérapeutique selon le terrain et la comorbidité. Certains antiépileptiques augmentent le risque d'obésité et de syndrome métabolique aussi chez les diabétiques, notamment l'acide valproïque. L'évolution de ces épilepsies auto-immunes et surveillance, discerner si l'épilepsie est secondaire à des lésions corticales irréversibles ou en raison d'un processus inflammatoire qui persiste, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut répéter les examens, l'imagerie, le LCR. Si on trouve des anticorps qui redeviennent élevés, c'est prédictif d'une rechute. Donc, il faut mettre une immunothérapie chronique. L'épilepsie anti-GAD65 est une maladie évolutive avec inflammation persistante dans laquelle une immunosuppression chronique et précoce doit être prise en compte. Il faut être agressif.
En conclusion, donc je termine pour dire que les convulsions, l'état de mal épileptique et l'épilepsie chronique sont des manifestations courantes de l'épilepsie de l'encéphalite auto-immune. Une épilepsie focale d'apparition récente, explosive, d'étiologie inexpliquée, surtout de type temporal et pharmacorésistante, devrait inciter à rechercher des auto-anticorps, notamment les anti-GAD65. En cas de crise dystonique facio-brachiale, il faut chercher l'anti-LG1. Et si vous avez des extrêmes delta brush, il faut rechercher les anticorps anti-NMDA. L'intérêt de rechercher aussi des bandes oligoclonales et le dosage des auto-anticorps, car une imagerie normale n'élimine pas une origine auto-immune de l'épilepsie. C'est pour ça qu'il faut faire aussi le PET scan avec OFDG. Reconnaître une origine auto-immune des crises capitales afin d'entamer précocement une immunothérapie spécifique et ne pas contenter des antiépileptiques pour maîtriser ces crises et éviter les séquelles cognitives et psychiatriques. Une meilleure compréhension des processus inflammatoires sous-jacents à l'épileptogenèse est essentielle pour développer de nouveaux anti-épileptiques, et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hakimi, pour cette présentation. Cette présentation très large, très exhaustive. Merci beaucoup, c'était enrichissant. J'espère que avec tous les participants, nous avons appris beaucoup de nouvelles choses sur ces concepts et actualités des épilepsies auto-immunes. Nous avons également avec nous ce soir la présence du docteur Sawsan Feki de la Tunisie et du docteur Amal Saté du Maroc. Ils sont là comme panélistes et vont aider le professeur Hakim à répondre aux différentes questions que vous vous posez. Donc voilà, la session de questions-réponses est ouverte. Je ne sais pas, vous pouvez également, aussi bien le présentateur que le panéliste, prendre la main pour répondre aux questions ou bien compléter des informations si vous en disposez. Je propose qu'on commence par lire dans les questions et réponses sur les questions et que chacun donne sa réponse à ces différentes questions. Merci. Si cela vous convient, on fait comme ça. Merci, Dr Kony, d'avoir modéré cette session avec Dr Feki et Sati. Je tiens vraiment à vous remercier. C'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous, avec les différents pays, d'avoir d'autres visions des autres neurologues d'autres pays. Je vais répondre aux questions. Je réponds aux questions. Oui, vous pouvez répondre aux questions et les panélistes peuvent compléter les réponses. D'accord. Pour le syndrome de West. Oui. Donc, le syndrome de West est considéré comme une épilepsie auto-immune. Donc, on ne peut pas considérer le syndrome de West comme une épilepsie auto-immune, d'autant plus déjà les étiologies sont différentes. Parmi les étiologies les plus fréquentes, on a la sclérose tubéreuse de Bonneville. Et aussi, la physiopathologie du syndrome de West, elle est complexe. Il n'y a pas que l'inflammation, il y a même l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire un problème hormonal. Mais il y a des syndromes de West idiopathiques, peut-être, ils peuvent être auto-humains parce que déjà dans le syndrome de West, on a une hyperexcitabilité des récepteurs NMDA glutamatergiques. Est-ce qu'il faut rechercher des anti-NMDA chez ces patients qui ont un syndrome de West idiopathique? Peut-être ça va être une étude pour avoir une réponse parce que les encéphalites chez l'enfant auto-immunes sont peu connues, sont méconnues, donc il faut des études pour… Mais l'étiologie de syndrome de West, elle est variée. Il y a aussi la physiopathologie des anomalies génétiques, donc ce n'est pas une épilepsie auto-immune pure. Voilà. Merci, Sid Ahmed, pour la réponse à la première question. Il y a la deuxième question qui… je voudrais juste, docteur Feki, je voudrais ajouter quelque chose par rapport au syndrome de West.
Je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas le classer parmi les épilepsies auto-immunes. Et classiquement, la définition du syndrome de West renvoie à la symptomatologie clinique qui est les spasmes et également à l'hypsarythmie sur le plan électrique. Et donc, il faut savoir que le syndrome, ces données-là sont avec une régression mentale. Ces données-là sont caractéristiques du syndrome de West et on trouve toutes ces données, aussi bien électriques que cliniques, sont liées à l'immaturité cérébrale. Donc, si un accent doit être mis sur le syndrome de West, c'est mettre l'accent sur le fait que, du fait de la non-myélinisation de tous les neurones du cerveau, quand les crises se déclenchent à un endroit, la dissémination des crises entraîne sur le plan clinique des spasmes et également sur le plan électrique, on a cette désorganisation, comme on le dit, chaotique, sur le plan électrique. Donc, le syndrome de West est plutôt lié à la non-myélinisation, effective du cerveau. C'est ce qu'il faut tenir en compte. Et le professeur Fekir nous l'a bien rappelé. Ça peut avoir plusieurs étiologies. Elle peut être idiopathique comme elle peut être symptomatique. Et quand c'est symptomatique, il faut aller fouiller. Ça peut être auto-immune, ça peut être génétique, ça peut être mille autres choses. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup pour ce commentaire très intéressant. Donc, la deuxième question, c'est sur le plan biologique, est-ce que le dosage de CPK pourrait aider au diagnostic de ces encéphalites auto-immunes chez l'enfant? Voilà, déjà pour les CPK, l'histoire de taux de CPK, avant l'utiliser pour le diagnostic des crises généralisées chez les patients épileptiques dans l'interrogatoire et les pauvres. Ça veut dire qu'on n'a pas de témoins, donc on le fait 2 heures après pour voir est-ce qu'il y a une augmentation. Peut-être que c'est un argument, mais ce n'est pas spécifique. Mais pour les encéphalites auto-immunes, son intérêt peut-être dans les patients des NMDA qui font des tableaux de psychiatriques très agités. On ne peut pas leur faire des EEG et la sédation, par exemple, les neuroleptiques, les sédatifs, ils aggravent le NMDA. Et les accès dystoniques importants, surtout chez l'enfant, des syndromes catatoniques, si on trouve des CPK très élevés, c'est un argument que c'est organique et non pas purement psychiatrique. Voilà, mais ce n'est pas un marqueur spécifique des encéphalites auto-immunes. C'est pour dire est-ce qu'il y a des crises généralisées ou des dystonies intenses. D'accord. Je ne sais pas s'il y a un commentaire parmi les panélistes. C'est pas spécifique en effet. Les CPK, on peut les avoir, ils peuvent augmenter au cours d'une crise, des fois même en fonction du taux. Des fois même un effort intense, il peut augmenter les CPK. Donc ça reste Même peut-être dans certaines maladies très peu neurologiques aussi. spécifique. Ouais, très peu spécifique. D'accord. Donc, il y a 2 questions qui suivent et qui demandent, donc, par rapport à ces épilepsies auto-immunes chez l'enfant, finalement, quel anticorps demander et est-ce que les scores diagnostiques utilisés chez l'adulte sont aussi valables chez l'enfant? Donc ici, on a Une question un peu complexe. Donc, pour les encéphalites chez l'enfant, à mon avis, parce que quand on voit l'âge d'apparition de ces encéphalites et la fréquence, donc en termes de fréquence, l'encéphalite en NMDA, c'est la plus fréquente et la plus décrite et la mieux connue sur le plan clinique. Donc, elle peut toucher même chez l'enfant, surtout l'adolescent aussi. Donc, il y a une part très importante qui se manifeste avant 18 ans. Donc, si vous avez un enfant qui fait un état de mal réfractaire ou des crises d'agitation et de catatonie, il faut y penser. Donc, c'est l'anticorps le plus fréquent chez l'enfant. Et vous avez aussi le GABA-A. Il y a même dans certains organigrammes, chez des malades qui font des catatonies inexpliquées, ils font même des tests thérapeutiques par des corticoïdes. Donc, quand si vous avez un enfant agité, un tableau psychiatrique ou une épilepsie résistante avec même une imagerie normale, il faut y penser. Il faut chercher des arguments inflammatoires. Parce que l'APL, vous avez une synthèse intrathécale d'IgG ou une hyperprotéinorachie. Donc, c'est des arguments. Mais surtout, c'est filmer le malade et voir est-ce qu'il a des dyskinésies. C'est très important parce que quand l'enfant est agité, on peut ne pas remarquer les crises temporales, les ruptures de contact qui peuvent passer inaperçues et aussi les dyskinésies. On peut même dire que ces dyskinésies sont dues aux neuroleptiques que le malade a pris. Voilà pour l'enfant, c'est plus l'NMDA. D'accord, donc comme vous avez dit,
il y a certaines particularités peut-être pour l'enfant. D'après votre expérience, est-ce que au laboratoire, à quel point ces renseignements cliniques pourraient aider le panel à tester? Donc pour le biologiste, c'est très important. J'aimerais avoir une idée sur le vécu, votre expérience en Algérie vis-à-vis de parce que après tout, c'est des notions qui sont récentes, relativement récentes, et puis fallait avoir ce dialogue qui est très important dans ces cas-là, que le moindre détail compte pour pouvoir choisir le panel adéquat. D'après vous, Donc, déjà, quand il y a un patient il faut voir déjà ce que c'est un patient connu épileptique ou non connu. Donc, quand c'est un patient épileptique connu, la prise en charge n'est pas la même et la recherche étiologique, c'est des facteurs déclenchants. Et quand c'est un nouveau patient, il n'est pas connu épileptique, il faut toujours chercher d'autres arguments cliniques, notamment le déclin cognitif. Ça veut dire c'est un sujet qui est normal. D'un seul coup, il se dégrade sur le plan cognitif d'une façon rapide et aussi chercher. Parmi les signes aussi qui orientent, c'est la dysautonomie. Donc, la dysautonomie, elle est très importante. Les sueurs, les potentiels, donc tout ce qui est dysautonomique oriente vers ces tableaux. Vous avez aussi l'hyponatrémie. C'est vrai que l'hyponatrémie n'est pas spécifique. On peut la trouver dans certains tableaux, mais quand il y a une hyponatrémie sévère aussi, il faut y penser. Donc, c'est un faisceau d'arguments cliniques, surtout chez un patient qui a un terrain auto-humain. Parce qu'on dit aussi, quand c'est un malade qui a un terrain auto-humain, il faut y penser. Et aussi, si le malade, il avait des prodromes, un prodrome viral, parce que dans ces encéphalites, on incrimine des virus, des triggers qui déclenchent ces encéphalites auto-immunes. Donc, c'est un faisceau d'arguments cliniques. Sur le plan paraclinique, l'imagerie, il faut faire des coupes sur les hippocampes. Il faut voir parce qu'il y a des fois le gonflement, l'œdème des amygdales, des petits hypersignaux, ce qui passe inaperçu. Aussi, j'insiste sur la synthèse intrathecale d'IgG, les bondes oligoclonales, surtout si on n'a pas le dosage d'auto-anticorps. Voilà, si on a un tableau clinique évocateur, on demande directement l'anticorps, on ne va pas demander tous les anticorps. Certains, actuellement, sur le plan international, ils mettent des kits où ils testent plusieurs auto-anticorps. Il y a aussi des anticorps qui ne sont pas encore détectés. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur l'anticorps. On peut avoir un tableau, et on a vu des malades chez nous, des encéphalites très évocatrices, que ce soit NMDA ou LG1, avec des anticorps négatifs. Voilà, donc ce n'est pas l'anticorps qui est important. Le dosage de l'anticorps, il dépend aussi de la clinique, de l'âge, du sexe. Et donc, la principale recommandation, c'est d'essayer de rassembler le maximum d'informations pour être orienté vers tel ou tel anticorps. Parce qu'après, les anticorps, ils sont assez coûteux. On ne peut pas demander toute la batterie. Et donc, déjà, à travers la clinique, on peut éliminer certains encéphalites ou certaines épilepsies auto-immunes qui sont peu probablement associées aux anticorps en question. Et donc, je pense la recommandation peut-être, ce serait de détailler au maximum les données cliniques pour pouvoir orienter l'immunologiste vers les anticorps les plus probables chez le patient en fonction du tableau et du terrain. Exactement, c'est très important, c'est même crucial pour avoir vraiment un résultat le plus relevant possible. Il y a plusieurs participants qui posent la question dans le sang ou dans le LCR, et particulièrement pour le NMDA récepteur. Donc ici, j'ai peut-être, si vous permettez, si Ahmed, un commentaire. Pour les anti-NMDA récepteurs, particulièrement le lymphocyte B qui sécrète ces auto-anticorps, il est localisé à l'intérieur du système nerveux central. Donc, il y a beaucoup plus de chances de rechercher, de tomber sur ces auto-anticorps dans le LCR que dans le sérum. Dans notre pratique au labo, on le fait en général dans le sérum et le LCR de façon concomitante, mais il faut savoir, il faut comprendre que ce n'est pas, c'est beaucoup plus sensible de chercher dans le LCR que dans le sérum.
À vous de la parole, Si Ahmed. Dr. Fki. Donc, exactement, pour le NMDA, la valeur dans le sang n'a pas de valeur, c'est le LCR. Pour les autres anticorps, par exemple, vous avez le GAD65. Quand on le trouve dans le sang, ça peut être dû à une autre maladie auto-immune comme le diabète Voilà, type insulinodépendant, 1. une maladie. Donc, il faut que ça soit un taux très élevé dans le LCR. Pour le Voilà. seul qui se fait dans le sang, c'est l'anti-Casper2 quand c'est le tableau, il est périphérique. Par exemple, il fait des myoclymies, de la neuromyotonie, des fasciculations, une hyperexcitabilité des nerfs périphériques. Là, on peut faire dans le sang. Mais quand c'est un tableau encéphalitique, il faut faire dans le LCR pour la majorité. Mais il nous faut toujours le sang plus le LCR plus le sang, puisque le sang, il est facile à faire. Parce que le sang aussi, il nous permet aussi de voir est-ce qu'il y a d'autres anticorps associés, comme le MOG par exemple, ou le SAPE, le syndrome des antiphospholipides, parce que généralement, ils peuvent s'associer à ces maladies. Donc, il vaut mieux faire le LCR plus le sang. Mais le diagnostic, il se fait dans le LCR. Oui, c'est plus sensible, beaucoup plus sensible dans le LCR, justement. Et dans le... LCR ultérieur Voilà. et toujours garder, ce qui est recommandé aussi, c'est de garder une petite quantité pour l'exploitation ultérieure, parce que des fois, comme on a dit, soit c'est des anticorps auxquels on n'a pas pensé en premier lieu, ou alors c'est Voilà. des anticorps qui n'ont pas été encore décrits ou rapportés. Donc, Justement, les astuces pratiques, ces astuces-là, Exactement. elles sont très importantes, justement. Donc, et il y a un autre participant qui demande, pour ces anti-NMDA récepteurs particulièrement, comment réaliser le dosage de contrôle. Donc, il demande dans quel cas pourrons-nous utiliser ces dosages de contrôle pour les anticorps anti-NMDA Le contrôle, récepteurs. donc pour l'encéphalite anti-NMDA, le contrôle, c'est-à-dire l'intérêt de. Parce que l'anticorps, le taux, il ne va pas se négativer donc Oui, rapidement. Ça prend beaucoup de temps, donc il y a une baisse du taux d'anticorps. Mais quand on a, si on refait un dosage qui montre que ces auto-anticorps vont remonter, ça c'est prédictif d'une rechute. Mais généralement, sur le plan clinique, nous, généralement, on laisse une année pour voir le malade ce qu'il va bien pour refaire, parce que déjà pour les faire, c'est coûteux et c'est difficile donc à réaliser. Donc, généralement, c'est pour prédire une rechute, c'est-à-dire si on suspecte une rechute, on fait le taux, s'il est très élevé, ça veut dire là, il y a un risque de rechute important pour voir ce qu'il faut mettre une immunothérapie. Mais dans la pratique clinique, moi je ne le fais pas. C'est rare, moi, je le fais rarement. oui, exactement. Pour nous aussi, on n'a pas vu de demande de contrôle des NMDA. Peut-être qu'il n'y a pas assez de recul ou bien il n'y a pas assez En plus, le taux de rechute n'est d'informations. pas important, il est faible. D'accord. Je pense que... Alors, y a-t-il des questions qui m'ont échappé? Je ne pense pas. Je pense que c'est dit. Il y a peut-être cette question. Chez un patient atteint de maladie auto-immune, la survenue de crises épileptiques devrait-elle toujours faire évoquer une épilepsie auto-immune et quelle démarche en pratique pour faire la différence? C'est un peu complexe. Donc, quand il y a un terrain de maladies auto-immunes, déjà, on dit quand vous avez un terrain auto-immune, il faut y penser. Mais il y a des maladies auto-immunes comme le lupus, il peut donner des crises d'épilepsie. Donc, si on a un malade, il a un tableau de lupus avec toutes les manifestations et tous les critères, c'est le premier étiologie à évoquer. Mais si le malade, il fait certains caractères cliniques, par exemple, un malade, il a un lupus, il fait des crises d'épilepsie, mais il a des dyskinésies, ou là, il a des extrêmes delta brèche, là, il faut faire l'NMDA. C'est important. C'est comme les encéphalites herpétiques, s'ils rechutent, il faut rechercher les NMDA. Donc, il faut voir est-ce que cette épilepsie, elle est fréquente déjà, donc cette maladie auto-immune systémique déjà, et deux, pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres signes cliniques qui vont nous orienter vers cette encéphalite auto-immune ou c'est des lésions, par exemple, de vascularite en faveur d'un lupus, d'un neurolupus.
C'est donc déjà l'aspect radiologique. On a vu les encéphalites auto-immunes, généralement, c'est des encéphalites temporales, bilatérales. Mais si c'est un lupus, on va avoir des lésions, des noyaux gris, des accidents vasculaires. Donc, ce n'est pas le même aspect radiologique entre les deux. Merci. Il y a la dernière question. Asia demande, est-ce qu'on doit faire des dosages des anticorps devant toute épilepsie résistante au traitement ou bien une épilepsie temporale ou avec trouble amnésique? Bien sûr, elle dit en dehors d'un tableau évident d'encéphalite. Voilà, donc déjà, la démarche de la classification internationale, c'est type de crise, type d'épilepsie, syndrome. Donc, si on a un patient qui ne correspond pas à un syndrome épileptique idiopathique, on ne va pas faire, par exemple, des auto-anticorps, c'est un Lennox-Gastaut. Donc, si on a un malade, déjà, il n'est pas classé dans la classification, il ne correspond pas à un syndrome, ça veut dire un sujet adulte, par exemple, il fait des crises focales, pas uniquement temporales. On a vu le NMDA chez l'homme, il fait des crises de l'hémicorps. Même chez l'enfant, on peut avoir des crises de l'hémicorps. Donc, si on a un épileptique, déjà, si ce sont les crises d'apparition explosive rapprochées, s'il a d'autres signes, par exemple un déclin cognitif, c'est-à-dire sur le plan mnésique, par exemple, il a un déclin, ça surtout sur le sujet âgé, et on a écarté d'autres étiologies, par exemple une dysplasie ou un gliome ou autre, où là une imagerie normale, là il faut faire soit un test thérapeutique, immunothérapie, si on n'a pas les moyens, ou faire le dosage. Le syndrome est aussi important, le mode d'installation du syndrome. Donc, c'est des choses qui s'installent de façon aiguë. Ce n'est pas des choses qui s'installent sur plusieurs années, c'est vraiment une installation subaiguë et c'est un cortège de symptômes incluant les crises épileptiques et d'autres choses. Et donc, voilà. Quand on a le seul qui peut s'installer de façon chronique, c'est le GAD65 qui peut donner une épilepsie chronique isolée sans autres signes. Mais on peut avoir quand même, quand on creuse, généralement on trouve des petites choses sur le plan psychiatrique, un syndrome dépressif. Exactement, c'est pour ça j'invite aux cliniciens de faire un bilan cognitif devant tout malade épileptique nouveau. Voilà, ça va aider pour voir. Parce qu'il y a d'autres signes, vous avez raison, qui passent inaperçus. On se concentre sur les crises d'épilepsie et on oublie les autres signes parmi ces signes-là, c'est les déclins cognitifs, donc il faut faire des tests neuropsychologiques. D'accord. Donc, la question suivante. Zouiri, c'est docteur Zouiri, je pense, demande si de quel protocole pourrons-nous utiliser devant des encéphalites séronégatives. Quoi faire devant des encéphalites qui sont séronégatifs. Donc, pour les séronégatifs, déjà, nous, quand on fait le dosage, on ne va pas recevoir le lendemain l'anticorps. Donc, on a des arguments sans anticorps. Donc, la thérapeutique, c'est la même. Donc, si on a une maladie là, on a fait son d'argument, il ne faut pas hésiter, surtout mettre un bolus de corticoïdes et des immunoglobulines. Ce n'est pas un traitement qui va donner des effets secondaires importants, voire même de la plasmaphéresis. Après, vous avez les autres thérapeutiques agressifs, comme les cyclophosphamide ou rituximab. Là, on peut attendre le résultat des autres anticorps. Mais comme le bolus et les immunoglobulines, c'est des thérapeutiques qu'on utilise précocement pour moins stopper cette maladie avant déjà d'avoir les résultats. Même attitude. En général, quand on suspecte, la grande problématique déjà avant l'anticorps, c'est d'abord de savoir est-ce que c'est un anticorps intracellulaire ou membranaire. Exactement. Parce que les deux ne répondent pas de la même façon aux immunoglobulines. Les membranaires répondent aux immunoglobulines intracellulaires ou non. Et donc, quand on n'a pas l'anticorps, quand c'est séronégatif ou en attendant les résultats, nous, ce qu'on fait, c'est un bolus de corticoïdes. On temporise le temps d'avoir le résultat. Généralement, le bolus donne des effets positifs. Sinon, exactement. En plus, les intracellulaires, généralement, c'est le sujet âgé, donc
Quand c'est un adulte jeune, c'est beaucoup plus anticorps de surface, donc il ne faut pas hésiter. Quand c'est un sujet âgé, il fait un tableau d'encéphalite, on fait directement une TDM thoraco-abdominopelvienne systématique dès le début, au moins pour localiser une éventuelle tumeur. Alors, il y a une question d'ordre logistique de labo. On demande comment conserver les tubes de LCR pour une éventuelle recherche d'anticorps ultérieurement. Y a-t-il une durée précise ou des conditions de conservation? Je pourrais répondre si vous voulez, si Ahmed, à ce détail. Donc, vu que c'est des anticorps, donc vous pouvez conserver le sérum après avoir, donc, bien sûr, décompté le sérum du sang total, centrifugé, et conserver pendant des mois à -20, ou bien, si vous voulez conserver pendant des années, il vaut mieux laisser à -80, parce que c'est, après tout, des protéines qui risquent de se dénaturer à la langue. Donc, il faudrait, si vous avez l'intention de garder ça pour des années, vaut mieux les mettre à -80, mais le -20, il fonctionne aussi pour une période qui va de quelques mois à quelques années aussi. Très bien, merci. On demande aussi concernant le relais de bolus de corticoïdes. Vous faites le relais de bolus de corticoïdes pour combien de temps et à quelle dose? Voilà, donc je ne sais pas de quelle... C'est-à-dire pour le relais oral, certains sont… Parce que les schémas thérapeutiques, ce n'est pas un consensus international. Donc, c'est des schémas d'experts qui ont eu un certain nombre de patients. Donc, certains sont pour le relais systématique de la corticothérapie orale directement avec 1 mg kilo, et certains sont contre ça parce qu'il y a des effets secondaires au long cours. Donc, si vous avez un sujet âgé avec de l'HTA, du diabète, il vaut mieux ne pas faire le relais oral parce que vous avez les immunoglobulines et les autres thérapeutiques de deuxième ligne. Donc, quand c'est un sujet jeune, il a un tableau sévère, on peut faire le relais oral. Donc, c'est selon le terrain, ce n'est pas systématique. Généralement, c'est 1 mg kilo dose d'attaque jusqu'à 6 semaines, puis dégraisser. Donc, c'est selon le terrain et l'âge du patient. D'accord. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Je ne sais pas, Amel, si c'est bon. il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez là? Là, on vous entend, docteur Zeynep. Ah, d'accord, tant mieux alors. Voilà, j'avais été interrompue parce que mon portable, mon ordinateur s'était déchargé et je suis revenue sur mon téléphone. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y avait des questions qui étaient spécifiques d'ordre biologique, des questions plutôt cliniques, et dans l'ensemble, on se rend compte que cette question, elle est actuelle, elle intéresse les gens et que ça demande une certaine organisation de notre part, que ça demande à ce que des recommandations, des guidelines soient fournies pour que les cliniciens sachent comment s'orienter, sachent quel recours avoir devant ce genre de situation. Et donc, en résumé, le professeur Hakim nous a dit que les épilepsies auto-immunes sont des épilepsies qu'on peut soupçonner fortement sur la base de la clinique. Lorsqu'on a une présentation explosive, on a une épilepsie qui est associée à des manifestations psychiatriques, à des troubles mnésiques également, que sur le plan électrique, on a beaucoup plutôt des localisations temporales, même si elles peuvent être multiples ou bien diffuses. Il faut tenir compte de ces arguments parce que dans nos contextes, ce sont ces arguments qui vont leur pesant d'or parce qu'on n'a pas souvent les moyens, comme on l'a vu dans les questions-réponses, beaucoup de personnes posaient des questions sur la faisabilité, le coût de ces dosages immunologiques. Et voilà, il faut qu'on se base sur la clinique pour essayer de clarifier, aider les laboratoires également à aller vers un diagnostic parce qu'il y a un très grand panel d'anticorps pour les aider à aller vers le bon anticorps. Docteur Feki nous l'a dit également, et aussi le clinicien
n'aident pas le laborantin. Les anticorps coûtent excessivement cher. Donc, il faut faire ce travail clinique et il faut aller, ne pas hésiter lorsqu'on a des épilepsies réfractaires, d'évoquer ces choses-là et c'est au fur et à mesure avec l'expérience que nous allons maîtriser ces nouvelles pathologies également. Donc, nous remercions très sincèrement et nous sommes très reconnaissants à professeur Hakim Sihamed et Dr. Sausan Feki, Dr. Amal Saté, pour leur contribution incommensurable qui a certainement édifié tout un chacun de nous, qui a mis à jour nos concepts par rapport à l'épilepsie auto-immune. Et je passe la parole à chacun d'entre vous pour dire un dernier mot à l'auditoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Hakim, vous avez un dernier mot? Oui, je vais essayer de résumer. Donc, vous avez raison, pour les anticorps, certains, c'est-à-dire l'anticorps, pour eux, c'est beaucoup plus, voire par exemple, parce que certains de ces sensibilités peuvent être paranéoplasiques. Il y a un double enjeu. Les NMDA, on peut avoir un tératome ovarien. Donc, les anticorps, surtout, ils vont nous guider vers le type de tumeur à rechercher. C'est important parce qu'il faut répéter les examens. Parfois, il faut faire un PET du corps en entier et le pronostic aussi. Mais le diagnostic, parfois, on n'a pas besoin de cet anticorps. C'est ça le message que je vous adresse. On a des malades qu'on traite directement sans avoir le dosage. Et je vous remercie, Dr. Zil. Merci. Dr. Feki. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous ces 2 heures. C'était très fructueux et c'est toujours enrichissant d'avoir donc ce genre de webinaire multidisciplinaire, surtout entre biologistes et cliniciens. J'ai appris beaucoup de choses de vous. À partir de ce webinaire, c'est très informatif. Encore merci et à la prochaine peut-être. Pourquoi pas, voilà. Je donne la parole à Madame Amal. Merci. Dr. Saté. Difficile de faire une petite synthèse ou de donner un dernier mot après votre synthèse qui était assez complète, docteur Koné. Donc, je reprendrai juste 2 points dont vous avez parlé qui me paraissent les deux messages assez importants. C'est d'abord l'intérêt d'y penser, parce qu'y penser, c'est déjà la première étape pour traiter devant des syndromes qui s'installent de façon subaiguë de crise avec d'autres manifestations associées. Donc, gardez à l'esprit que ça peut être une épilepsie auto-immune. Deuxième point très important et que vous avez également souligné, c'est l'intérêt d'avoir des guidelines. Jusqu'ici, il n'y a pas de guidelines. Il y a des scores, mais on n'a pas des guidelines précis pour le diagnostic et pour le traitement. Et donc, ce serait intéressant d'avoir des études sur de larges populations pour développer des guidelines pour ces 2 points. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et à la prochaine. Merci. À la ILE et Sudan Africa. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye. Thanks, Jessica. Thank you. Merci. Thank you.